Bonjour à tous. Merci Jean-Louis pour la présentation. Merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité pour vous parler de communication. Vous n'allez pas trop me voir, mais c'est pas grave, vous pouvez regarder par là. Donc moi, je vais faire un petit pas de plus vers les modes d'élevage de nos animaux et le fait qu'ils vivent en groupe. Qu'est-ce que ça impacte sur leur bien-être en termes de communication? Alors, je vais avoir 3 parties dans mon exposé. Une courte partie pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la communication. Ensuite, on parlera des signaux de communication et de leur impact sur le bien-être des animaux. Et puis des pratiques d'élevage qui pourraient poser problème pour la communication ou qui pourraient au contraire la favoriser. Donc j'ai fait comme Romain, j'ai pris des petits dessins pour vous illustrer les espèces dont je vais parler. J'ai pris les espèces cibles du lythe. Je suis spécialiste du cochon, donc pardonnez-moi si je fais des petites imprécisions sur les autres espèces, mais c'est important qu'on ne parle pas que du cochon non plus. Et les exemples ont vocation aussi à être généraux et transversaux aux différentes espèces. Alors, c'est quoi la communication? C'est un transfert d'informations entre un émetteur et un récepteur qui va entraîner une réponse du récepteur. La réponse, ça va être une modification du comportement et ou de la physiologie de l'animal. Alors, on va rentrer dans le détail sur ce schéma. Donc, l'émetteur va envoyer un signal qui est codé. Donc, le codage, c'est par exemple, moi je suis en train de vous parler, j'utilise certains mots qui sont agencés d'une certaine façon et que vous êtes censé comprendre parce que vous savez les décoder. Donc, le signal, il est propagé dans un canal de transmission qui va être l'air, l'eau, ça peut être au milieu d'une forêt ou sur une plaine. Et puis, donc, il est propagé, il peut être un petit peu déformé et il va être décodé par le récepteur. Et donc, le récepteur, ensuite, va émettre une réponse qui est reçue par l'émetteur, qui va répondre ou pas s'il y a une communication plus longue qui s'installe. Alors, le lien avec le bien-être, il est double. Dans le fait que le signal, il peut signaler un événement négatif ou positif aux autres individus, donc il va impacter leur bien-être. Et dans le fait que dans les élevages, on peut avoir des obstacles à la propagation des signaux. Donc je vous donnerai quelques exemples après. Alors il y a énormément d'informations qui peuvent être transmises par la communication sur l'état physiologique des individus. Si la femelle est en œstrus, il y a les parades des reproducteurs qui sont des communications visuelles qui montrent la préparation à la reproduction. On peut avoir des informations sur l'identité des individus pour qu'ils puissent se reconnaître individuellement, sur leur statut social pour les liens de dominance, des informations aussi sur le monde extérieur, on parle de communication référentielle. Les animaux transmettent aussi leurs émotions, donc là Alain vous a bien expliqué ce que c'est, moi je vais essayer de vous montrer dans l'élevage comment elles peuvent être transmises aux autres individus. Et puis il y a des questions de motivation aussi, de besoins des animaux, comme la faim par exemple. Il y a différents canaux de communication. Donc il y a des communications via des molécules chimiques, donc qui sont excrétées par les animaux, donc dans les urines, via la mamelle, même dans les fécès. Il y a aussi des signaux auditifs, donc des cris, le fait que les animaux de toute façon vocalisent pour communiquer entre eux. Je ne vous fais pas écouter, je pense que vous connaissez. Et puis il y a des signaux visuels aussi qui sont transmis par la posture, par les expressions faciales des animaux. Donc je vais vous parler successivement de ces 3 voies de communication. Alors on commence par la communication chimique. La communication chimique, elle a un intérêt dans la vie naturelle du fait qu'elle peut décaler dans le temps son message. Un animal va marquer un endroit, puis le récepteur va venir à un autre moment et capter le message, à condition que la molécule chimique ne soit pas volatile. Ce type de communication chimique, il est très important dans la création du lien entre le jeune et sa mère, ou la mère et ses jeunes, et dans les relations entre les mâles et les femelles. Donc on a ce comportement caractéristique du phlémène, parce que le mâle va essayer de capter les phéromones des femelles, et pour cela, il a besoin de mettre à jour son organe voméronasal, qui est l'organe qui capte les phéromones. Alors, la communication
d'alarme existe, elle se fait par les urines chez différentes espèces, et donc elle va induire une réponse de stress, même des animaux qui ne sont pas stressés. Donc je vous ai mis en exemple une étude d'Alain Boissy sur les vaches. Et donc dans cette étude, en fait, ils ont mis en présence une vache avec de l'urine d'un animal stressé et de l'urine d'un animal non stressé. Et donc on voit en gris, c'est l'animal non stressé, l'urine d'animal non stressé, et en noir, l'urine d'animal stressé. Et donc quand il y a de l'urine d'animal stressé, l'animal va passer moins de temps à manger. Donc le récepteur. On va aussi observer une diminution, un temps passé à approcher un objet nouveau qui est plus long que si on n'a pas d'urine d'animal stressé. Donc ils hésitent plus à approcher un objet. Et l'animal va être aussi plus agité, donc plus stressé globalement, s'il a reçu les signaux de communication chimique d'alarme de notre individu. Alors ça marche aussi avec des phéromones maternelles apaisantes, donc dans l'autre sens. Donc il y a des molécules chimiques qui permettent de calmer l'individu récepteur. Ces phéromones, elles sont présentes dans les fécès, autour des mamelles, dans les glandes uropygiennes des poules, donc sur l'arrière-train. Elles ont un rôle attractif pour l'établissement du lien entre le jeune et sa mère. Puis elles ont aussi un rôle calmant et sécurisant pour le jeune. Alors à partir de là, on a créé des molécules de synthèse qui reproduisent ces phéromones. Et en élevage, on peut pulvériser de ces molécules de façon automatique. Il y a des systèmes qui sont vendus, qui vont avoir un effet calmant sur les animaux, donc qui vont diminuer leur agressivité, qui vont augmenter la prise alimentaire. Donc on peut, en utilisant nous-mêmes la communication chimique, diminuer le stress en élevage. Et donc on va augmenter le bien-être. Alors il va y avoir des conditions d'élevage qui sont favorables ou défavorables à cette communication. Je vais donner l'exemple de l'ammoniac. Donc l'ammoniac qui peut être un problème dans les élevages, surtout de volailles et de cochons. Selon la concentration, il n'y a pas toujours d'effet sur le comportement des animaux. Il n'y a pas vraiment d'aversion nette pour cette molécule, sauf à de très fortes concentrations. Et c'est assez compliqué parce que la concentration, elle dépend aussi de la ventilation du bâtiment. Donc c'est la mise en évidence de problèmes ou de comportements différents est assez complexe. Chez les cochons, en termes de communication, on n'a pas montré de modification de la reconnaissance entre les porcelets. On pourrait s'attendre à ce que l'ammoniac masque des molécules chimiques, que du coup les animaux se reconnaissent moins bien. Ça n'a pas été le cas. Mais par contre, il y a une différence dans l'expression de cette reconnaissance. Les animaux passent plus de temps près d'un individu familier que d'un individu qui n'est pas familier, alors que s'il n'y a pas d'ammoniac, c'est le contraire. Donc même si la capacité à reconnaître n'est pas différente, le comportement est quand même altéré. Donc potentiellement une modification de la perception des odeurs et donc une diminution du bien-être animal. Alors, il y a d'autres systèmes qui pourraient empêcher en fait, les animaux d'accéder à la communication chimique. Par exemple, les truies allaitantes qui sont élevées la plupart du temps en cage, donc pendant 28 jours. Cette cage, elle ne va pas permettre à la truie d'aller explorer ses porcelets. C'est les porcelets qui vont venir au contact. Et quand on met les truies en liberté, on a une augmentation des temps de contact entre la truie et le porcelet et une facilitation du lien entre la mère et ses jeunes, et donc une meilleure reconnaissance. Donc on peut aussi, quand on crée des systèmes, empêcher cette communication. Et donc forcément, les cages vont être un obstacle à la prise d'information par la truie, et donc le bien-être va être altéré. Alors on passe à la communication acoustique. L'avantage de la communication acoustique, donc la communication via les sons, c'est qu'elle peut se transmettre à longue distance et que c'est quasiment instantané. Le son se propage très vite. On peut traverser les obstacles, ce sont des ondes et donc ça peut bouger dans l'espace. C'est difficile à éviter pour le récepteur, même ceux qui ne veulent pas m'entendre forcément, même s'ils ne m'écoutent pas. Et la source peut être localisée aussi. Donc pour ça, les cochons sont très forts, ils peuvent localiser un autre cochon qui émet des sons à 5 km par exemple. J'ai oublié de passer la diapo. Donc ces sons, ils sont importants pour le lien entre le jeune et la mère et le jeune, en particulier chez les moutons. Et ils permettent une reconnaissance individuelle aussi.
Donc il y a un encodage de l'individualité, enfin de l'identité de l'individu dans sa voix. Alors il y a des vocalisations qui vont être favorables aux autres animaux. On a fait par exemple une expérience chez les vaches de repasse de sons de veaux qui avaient moins d'une semaine. On repassait ce son. Donc repasser, c'est faire écouter un son via un haut-parleur. On faisait écouter ce son pendant 4 heures et on a vu mesurer une production laitière plus importante de 1 à 2%. Donc il peut y avoir un bénéfice de la présence du veau les premiers jours parce qu'il interagit avec sa mère pour réclamer du lait probablement. Chez les cochons, on a aussi montré que les repasses de son des porcelets qui se font écraser, donc les truies ont tendance à écraser leur porcelet. Quand le porcelet est écrasé, forcément, il crie. Et si on fait écouter ce son à une truie, ben elle va se lever comme si elle, de la même manière que si on faisait écouter le son d'un porcelet qui se fait en direct. Donc ça donne des idées pour essayer de développer des outils qui vont faire se lever la truie, en fait. Alors, il y a aussi des conditions qui vont être favorables ou défavorables à la communication acoustique dans les élevages. Donc ça, c'est valable quelle que soit l'espèce. On parle beaucoup du bruit des animaux, du bruit des machines. Dans un élevage de porc, on peut avoir du bruit jusqu'à 110 décibels au moment de l'alimentation. Ça correspond au bruit d'un marteau-piqueur. Donc je vous ai mis sur cette courbe ici. Je sais pas si vous voyez on voit On voit en fait ici, c'est le bruit du ventilateur. Et ici, c'est le bruit des grognements de la truie. La truie, elle appelle ses porcelets à la mamelle avant l'allaitement. Et on voit que le ventilateur se superpose au bruit de la truie. Donc on peut masquer aussi la communication de la truie vers ses porcelets si le son est trop fort dans l'ambiance. Et donc on voit sur le graphe à droite que plus le son est élevé, donc en gris c'est 80 décibels, en blanc c'est 59, plus le son est élevé, moins de tétés vont être initiés et plus de tétés vont être terminés par les porcelets. Donc là, on peut avoir un problème de croissance et donc de bien-être des porcelets qui ont faim. Alors, on parle aussi beaucoup de la musique. La musique, on sait qu'elle peut avoir un effet de diminution du stress, d'augmentation du comportement de repos, éventuellement de la croissance dans certaines études. On ne sait pas vraiment, j'ai pas trouvé d'études en tout cas qui montraient un effet sur la communication. Est-ce que le fait d'avoir en permanence un bruit de fond, ça n'oblige pas les animaux à parler entre guillemets plus fort, ou est-ce que ça ne les empêche pas de décoder les signaux qui sont envoyés par les congénères? Donc ça reste encore des choses à étudier. Par contre, j'ai vu dans une revue que si on fait passer des sons de forêt tropicale à des gorilles captifs, donc qui n'ont pas entendu ces sons, on a une augmentation des interactions sociales. Donc potentiellement, on peut stimuler les interactions sociales entre les animaux en leur faisant écouter les sons appropriés. Donc il y a encore plein de pistes de recherche là-dessus, mais en tout cas, il faut faire attention quand on fait écouter des sons à des animaux. Alors la communication visuelle, donc ce sera la dernière dont je vais parler. Cette communication, elle se fait à très courte distance. Elle permet souvent la reconnaissance entre les individus. Donc là, j'ai pas trouvé énormément d'exemples sur les signaux qui pourraient être transmis au-delà des signaux de peur, donc des expressions faciales entre les animaux, mais j'ai pas trouvé d'exemple chez nos espèces. Par contre, j'ai trouvé une étude où la communication visuelle est impliquée chez les cochons. Donc, vous voyez ici en gris, c'est une zone où on peut restreindre l'animal. Donc, il y a 2 animaux qui sont séparés par un grillage. La paroi, ici, la paroi la plus foncée, elle peut bouger jusqu'à la zone grise. Et donc, l'un des animaux peut être restreint dans une zone coincée, en fait. Et donc, l'autre individu peut voir son copain se faire coincer, probablement l'entendre aussi. Donc, c'est un système qui est multimodal. Et donc, ça permet de voir s'il y a une transmission de l'émotion, donc une empathie, finalement, pour le congénère. Et donc, ce qu'on observe quand on fait ce dispositif, c'est qu'on a une augmentation de l'activité locomotrice par rapport à une diminution, de l'activité locomotrice par rapport au fait qu'un animal est laissé libre sans être restreint.
On a une augmentation de la posture des oreilles en arrière. Les oreilles sont très expressives chez nos animaux d'élevage. Et puis, plus de tentatives de s'échapper. Donc l'animal, même s'il n'est pas coincé, il ressent le stress de son congénère qui est en train de se faire coincer. Donc voir, entendre et sentir un animal stressé, ça va induire une réaction de stress aussi. Alors il y a aussi des conditions qui peuvent être défavorables à cette communication. Par exemple, le fait de couper la queue chez les cochons. Donc c'est peut-être pareil quand on écorne les vaches ou quand on coupe les becs. La queue, elle prend plusieurs postures et mouvements qui sont liés aux émotions. Donc vous avez une photo ici. Donc c'est différentes races, hein, mais la queue, elle est en tire-bouchon. Elle peut être érigée vers le haut, elle peut être baissée entre les pattes quand il y a un danger. Elle peut bouger aussi quand il y a une émotion positive ou une activation de l'animal. Et on se pose la question de son utilité aussi dans la communication. On coupe beaucoup les queues des cochons dans les élevages. Est-ce qu'on ne les empêche pas de communiquer certaines informations entre eux ? Donc, par exemple, la posture repliée entre les pattes, ça pourrait être un signal d'alarme lié au fait d'un risque de codophagie, donc d'un risque qu'on vienne nous mordre la queue. Le jeu aussi est souvent associé à des mouvements de la queue, donc une situation positive. Est-ce que c'est une invitation à jouer pour les autres ? C'est encore des informations qu'on n'a pas, mais que des chercheurs sont en train d'étudier. Et du coup, le fait de réduire la queue probablement modifie la communication entre les cochons. La communication visuelle, en tout cas. Donc là aussi, il y a plein de pistes de recherche, mais c'est quelque chose qui pose la question, en tout cas. Et puis dans la communication visuelle, on pense aussi à la lumière. La lumière, elle a des effets sur l'activité. Ce sont des animaux diurnes, donc ils ont tendance à être actifs plus la journée quand il y a de la lumière. Il y a un effet sur le piquage, sur l'agressivité vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de ses porcelets. On ne sait pas trop s'il y a un effet sur la communication. On peut imaginer que dans la pénombre, on ne peut pas avoir de communication visuelle entre nos animaux, même si ce sont des animaux qui ne voient pas forcément très très bien. Donc là encore, il y a des pistes de recherche. Alors finalement, la communication, elle peut avoir un impact positif ou négatif sur le bien-être des congénères, suivant si le signal était apaisant ou stressant. On peut recréer ou utiliser les signaux pour améliorer le bien-être des animaux. Donc c'est l'idée de cette phéromone apaisante. Il y a peut-être des musiques qui sont aussi apaisantes. Je lisais récemment que les cochons préfèrent les instruments à vent que les instruments à cordes, par exemple. Et puis voilà, malheureusement, avec certaines conditions d'élevage, on peut créer des obstacles à cette communication. Donc c'est aussi sur ça qu'il faut travailler, essayer de voir si on peut pas limiter ces obstacles. Donc proposer la lumière adaptée à chacune de nos espèces, que l'ambiance sonore aussi soit pas perturbante, par exemple, parce que là on va au détriment du bien-être animal. Alors la communication, elle est bien sûr très souvent intraspécifique, donc au sein d'une même espèce, parce qu'il faut un système de codage qui est connu, en fait, interprété de façon quasiment... Enfin, ça peut être appris à la naissance, mais c'est assez instantané entre animaux d'une même espèce. Mais il y a aussi une communication probablement avec les humains, les éleveurs, les vétérinaires, les conseillers. Les humains entourent les animaux d'élevage, et donc peuvent créer des relations et certainement communiquer. Il n'y a pas non plus énormément d'études là-dessus sur la spécificité de la communication avec les humains. Donc moi j'ai fait une étude où on avait trois groupes différents de cochons. À certains, on venait s'asseoir et on parlait. À d'autres, on venait juste s'asseoir sans parler. Et au dernier groupe, on ne venait pas interagir avec eux, avec l'idée de voir si c'était important pour nos cochons qu'on leur parle. Au final, ça n'a pas eu vraiment une grande importance. Tous ont créé un lien avec cet humain, qu'il parle ou pas. C'était plus rapide si l'humain parlait, pardon. Mais l'animal lui parlait aussi, on peut dire. Et après, j'ai mesuré la réponse de l'animal si on arrêtait de parler. Donc pour le premier groupe, qui était habitué à entendre parler l'humain, donc le groupe en violet, ça a induit plus de temps passé près de l'expérimentatrice, c'était une femme, et plus de grognements aussi par rapport aux autres groupes.
Donc, être près de l'individu, grogner plus, c'est être plus agité, plus éveillé. Donc peut-être essayer de dire quelque chose à l'humain, peut-être rechercher des interactions qu'il n'a pas. Donc c'est avoir des attentes, comme disait Alain, vis-à-vis des humains, et peut-être essayer de communiquer son mal-être. Ce sont des choses que l'on a déjà retrouvées par rapport aux caresses aussi. Si on arrête de caresser un cochon, il va venir nous gratouiller. C'est pareil chez les moutons. Et puis quand on fait un test d'apprentissage à un veau ou à une chèvre, et s'il n'arrive pas à résoudre la tâche, il va aussi essayer de se tourner vers l'humain. Donc voilà, il y a certainement des choses encore à découvrir là-dessus, mais une importance des interactions avec l'humain dans les élevages. Et puis en termes de communication vocale, j'ai aussi vu que quand on apprivoise un cochon, on change sa voix, on change sa façon de parler. On a des grognements qui sont plus courts après une période de manipulation. Les grognements courts, c'est des signes d'émotion positive chez les cochons. Et ça, c'est vrai même en l'absence de l'humain. Donc, on a modifié quelque chose dans la façon de communiquer du cochon. Et le graphe à droite est un peu plus compliqué, mais ce qu'on voit, c'est que le porc va modifier aussi la durée de ses grognements selon s'il est à distance de l'homme ou s'il est plus près. Donc, quand il est plus près, les grognements vont être aussi plus courts. Quand il est plus loin, sachant que loin, c'est 3-4 mètres, simplement. Donc, probablement qu'il y a aussi une modification de la façon de s'exprimer quand l'animal s'approche de l'humain. Donc, on peut imaginer que c'est dans le but de communiquer quelque chose à l'humain. Reste à nous maintenant de décoder ce message pour pouvoir vraiment communiquer, donc répondre en retour. Alors, on sait aussi que chez les vaches, il y a aussi une communication probablement chimique. Les vaches, elles vont passer plus de temps à flairer le t-shirt d'un étudiant qui a été prélevé après un examen qu'après un cours normal. Donc, un étudiant stressé ou un étudiant non stressé, ça va donner des idées aux enseignants. Donc, les vaches, elles perçoivent aussi nos émotions via la communication chimique, chose qu'on n'est pas forcément nous-mêmes capables de comprendre entre nous, et elles vont répondre différemment. Donc, il y a aussi potentiellement une communication à ce niveau-là. Alors, je voudrais aussi vous montrer une petite vidéo pour vous montrer qu'il y a aussi une communication visuelle avec les humains. Si j'y arrive. Donc là, on lui donne le choix entre une personne qui n'est pas contente et une personne qui sourit. Et la chèvre, elle va vers la personne qui sourit. Donc bien sûr, c'est répété avec plusieurs chèvres, plusieurs photos. Mais il y a une reconnaissance du coup de nos émotions positives et une attraction pour nos émotions positives. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Donc, on voit que les animaux perçoivent nos signaux de communication. Donc, soyons zen, souriants, pour qu'eux le soient aussi. Alors, au final, permettre aux animaux d'élevage de communiquer librement, c'est leur permettre d'exprimer un besoin qui est essentiel à la vie en groupe. C'est éviter que les pratiques d'élevage fassent obstacle à cette communication. Puis, c'est pas oublier que nous sommes aussi des êtres communicants et que les animaux y sont sensibles. C'est important du coup, quand on mesure le bien-être animal, je pense qu'on ne le prend pas forcément toujours en compte, mais d'utiliser le niveau de communication et les signaux de communication pour évaluer le bien-être animal. Donc, on le fait de plus en plus, bien évidemment, mais on a encore du progrès à faire là-dessus. Et puis, on peut aussi utiliser les signaux de communication pour améliorer le bien-être animal. Donc, faire écouter, comme je l'ai déjà dit, des sons positifs, mettre en présence avec des odeurs attractives pour nos animaux, ça peut aider à aller vers le bien-être positif. Alors, pour faire tout cela, il faut connaître les besoins des animaux. Donc, je termine juste en vous mettant quelques petites infos que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de la chaire bien-être animal de VetAgroSup et puis sur le site du CNR bien-être animal. Il y a des fiches assez simples ou des textes un peu plus complets sur comment vivent nos animaux, comment ils se comportent, ce dont ils ont besoin. Donc, je vous invite à aller voir ces sources-là. Et puis, je vous remercie de votre attention. On a le temps pour 2-3 questions pour Céline, avant de passer à la table ronde, qui va être un autre exercice. Oui.
Vas-y, tu vas avoir un micro qui arrive. Oui, tu parlais de molécules apaisantes utilisées en élevage. Est-ce qu'il y a des pratiques d'utilisation de molécules apaisantes dans le transport ou l'abattage des animaux? Parce que c'est Oui, non, tu as raison de poser la question parce que ce n'est pas du tout mon domaine, donc je ne suis pas allée voir. C'est peut-être une bonne idée. Après, je ne l'ai pas dit comme limite, mais le fait on doit d'abord essayer de travailler à améliorer les conditions avant de substituer le stress par des hormones. Mais probablement que ça peut avoir un intérêt, oui, surtout dans le transport. Merci, je me pose une question. Est-ce qu'on va retrouver ces molécules? Est-ce qu'on va retrouver ces molécules dans notre assiette? Non, ce sont des phéromones qui sont sentis par les animaux. Donc on ne retrouve pas dans notre assiette tout ce que sentent les animaux, heureusement. Oui, devant, là, il y a une question. Bonjour. Après, ça sera la dernière. Alexis Biaïc, Alloport. Oui. C'est pas trop mon sujet, la communication, mais je me pose la question de... On est quand même sur des mécanismes naturels, et la question peut se poser dans l'élevage, avec la forte densité ou des animaux territoriaux, de l'intérêt des fois de couper la communication et des emballements de stress qui pourraient être générés par cette communication. Je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu. De l'intérêt de couper la communication? Oui, quand on a des niveaux de densité trop élevés, ou des animaux territoriaux, est-ce qu'on peut des fois se retrouver justement avec l'intérêt de couper cette communication pour limiter un stress artificiel? Alors, pour le bien-être d'un animal qui vit en groupe, il a besoin de communiquer avec ses congénères. Je pense que je vois à peu près ce que vous voulez dire quand on éteint la lumière pour qu'il ne se coupe pas la queue, ce genre de choses. Je pense qu'il faut qu'on travaille plutôt à améliorer les conditions et à empêcher qu'il y ait ces distorsions de comportement plutôt que d'essayer de les masquer. Ça peut être peut-être une solution ponctuelle, mais globalement, pour le bien-être d'un animal, ne pas pouvoir communiquer, c'est pas la pire chose peut-être, mais c'est quelque chose qui est très grave parce que les animaux vivent en groupe, ils ont besoin de s'organiser, ils ont besoin de... Et voilà, quand on a des problèmes de comportement, ça peut être aussi lié à un défaut de communication. Parler de surdensité, la communication visuelle, du coup, elle est rendue beaucoup plus compliquée probablement parce qu'on ne voit pas tous les animaux qui sont autour de nous. Bien. Dernière question, là devant. Yves Louis pour la préfecture de région Bretagne. C'est pas une question, c'est plutôt un constat que je fais. Vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais sur la base de vos dernières diapos, on peut aussi finalement conclure qu'une voie d'amélioration du bien-être animal, c'est aussi d'améliorer le bien-être de l'éleveur. Bien sûr, j'en suis convaincue. Le bien-être de l'éleveur, il va faire que, voilà, si un éleveur est bien, il va proposer des conditions propices à ses animaux. S'il n'est pas bien, ce ne sera pas forcément sa priorité première que d'interagir ou d'agir avec ses animaux. Donc c'est évident, il y a un lien très proche. Alain nous parlait du One Welfare, il y a un lien direct entre le bien-être de l'éleveur et le bien-être de ses animaux et vice-versa. Un éleveur qui a des animaux qui vont bien, il sera réconforté aussi dans la façon dont il travaille, donc il sera mieux.